Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le parti ivoirien Leader conteste l'expulsion de sa secrétaire exécutive Nathalie Yambe. La militante suisseau-camerounaise avait été expulsée du territoire ivoirien le 2 décembre dernier. Il lui avait été reproché une activité incompatible avec l'intérêt national. Des réserves de gaz équivalentes à celles de la Libye au large du Sénégal et de la Mauritanie. C'est ce qu'indique British Petroleum, 1,4 milliard de mètres cubes pour ce gisement, dont l'entrée en production est prévue en 2022. Et au Cameroun, l'offre hôtelière s'enrichit en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. 5 chantiers hôteliers sont en cours à Garoua, capitale de la région du Nord Cameroun, parmi lesquels un établissement 4 étoiles. Mais tout d'abord, la campagne électorale pour la présidentielle s'est achevée en Algérie. Les derniers meetings des 5 candidats en lice ont eu lieu ce dimanche 8 décembre. Une campagne sur fond de rejet du scrutin par la population. Le mouvement de contestation Irak a poursuivi ses manifestations d'ampleur chaque semaine à Alger. Le vote pour les Algériens de l'étranger a déjà débuté. D'ici jeudi 12 décembre, jour de l'élection présidentielle, les candidats n'ont plus le droit de prendre la parole publiquement. Le leader parti d'opposition en Côte d'Ivoire ne digère toujours pas l'expulsion de sa secrétaire exécutive Nathalie Yambe. Le chef de file du leader Mamadou Koulibaly parle d'une décision en violation des lois. Les autorités, elles, invoquent une activité incompatible avec l'intérêt national. Nathalie Yambe a été expulsée le 2 décembre dernier, quelques semaines après son intervention controversée au sommet de Sochi. Reportage de notre correspondant Olivier Cona. Morale toujours au beau fixe pour le professeur Mamadou Koulibaly, candidat de leader Liberté et démocratie pour la République à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Sa conseillère exécutive Nathalie Yambe, de nationalité camerounaise et suisse, a été expulsée de Côte d'Ivoire pour activité contraire à l'intérêt national le 2 décembre 2019. Une expulsion en violation des lois selon Mamadou Koulibaly. Elle a demandé une copie, ils ont refusé de donner. Ils ont refusé de donner à l'avocat. Ni l'ambassade de la Suisse, ni l'ambassade du Cameroun n'ont reçu copie, ni même à Leader, ce qui fait qu'elle n'a aucune voie de recours. Sans papier, sans visa annulé, ça fait abus de pouvoir, ça fait absence totale d'état de droit. Mamadou Koulibaly s'insurge également contre le refus du chef de l'État ivoirien de réformer la commission électorale indépendante et sa volonté d'augmenter la caution pour être candidat à l'élection présidentielle. Selon lui, il est urgent d'établir les cartes nationales d'identité et réviser la liste électorale. Pour ces élections de 2020, j'y perdrai peut-être la vie, mais je ne laisserai pas M. Ouattara faire la fraude comme il l'a fait par le passé. Qu'il emprisonne tous les militants autour de moi, ça ne changera rien. Je ne lui garantis pas une élection tranquille en Côte d'Ivoire. Mais nous resterons dans la voie légale, nous resterons dans la voie constitutionnelle. Le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de 2001 à 2010, condamne également la censure dont il est victime de la part des médias d'État. Il discute avec les partis et plateformes de l'opposition afin d'obtenir les conditions d'une élection présidentielle transparente et crédible en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un financement de 133,4 millions de dollars du Fonds monétaire international pour la poursuite du programme de réforme économique ainsi que l'extension d'un an de la facilité élargie de crédit. La Côte d'Ivoire, dont les perspectives économiques demeurent robustes selon le FMI. Les prévisions font état d'une croissance de 7,5% en 2019-2020 et d'un déficit budgétaire conforme à la norme régionale. Le site a été découvert au cours des dernières années. Le gisement offshore de gaz naturel, le Grand Tortue, situé au large des côtes sénégalaises et mauritaniennes, présente des réserves estimées à 1,4 milliard de mètres cubes. Elles seront exploitées dès 2022 et les recettes seront réparties équitablement entre les deux pays. Philomène Tine.
1,4 milliard de mètres cubes de gaz naturel sont les nouvelles données du gisement transfrontalier offshore Grand Tortue à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, selon la société BP British Petroleum chargée de l'exploitation. Cette production de gaz assez importante attendue en 2022 nécessitera un investissement de 10 milliards de dollars, dont une partie pour créer une unité de liquéfaction du gaz. Les États restent encore dépendants du gaz et du fioul pour la production d'électricité. Donc ce gaz naturel permettra de réduire la facture gazière et par voie de conséquence garantira une électricité moins coûteuse. Il y a ensuite que les recettes que les deux pays vont tirer de la vente du gaz vont leur permettre d'avoir un autre levier sur lequel ils pourront s'appuyer pour financer le développement. Un volume moyen de 13 trillions cubiques feet de gaz en place a été découvert dans les eaux mauritaniennes, soit la plus grande réserve d'hydrocarbures en eau profonde au monde durant l'année 2019. Par ailleurs, ces réserves en présence sont suffisantes pour transformer la Mauritanie et le Sénégal en exportateurs nets de gaz naturel, tout en assouvissant les besoins électriques et gaziers des deux pays. La manne financière qui sera tirée de la commercialisation du gaz permettra, de mon point de vue, à ces pays d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Ce projet est une excellente occasion d'envisager un avenir en commun entre les deux États. Le Sénégal et la Mauritanie ont décidé en avril 2016 de développer ensemble les ressources gazières du complexe Grand Tortue situé à cheval sur leur frontière maritime. Dans l'actualité également, campagne de vaccination préventive contre Ebola au Rwanda. Il s'agit de la première campagne du genre contre ce virus dans le pays. 200 000 personnes devraient être vaccinées. Les efforts de prévention se concentrent sur la province de l'Ouest, frontalière de la République démocratique du Congo, durement affectée par la maladie depuis août 2018. Le Rwanda utilise le même vaccin expérimental qui avait été employé pour la première fois à la mi-novembre à Goma. Au Cameroun, les chantiers continuent de sortir de terre en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 à Garoua, capitale du Nord Cameroun. Plusieurs hôtels sont en cours de construction, des établissements dont le standing devra être à la hauteur de l'événement le plus important du football africain. Nathalie Moore. Les hôtels de la ville de Garoua font leur mue. Dans la capitale régionale du nord du Cameroun, les établissements hôteliers sont en réhabilitation, tandis que d'autres sont nouvellement construits. Le pari des promoteurs des structures d'hébergement de la ville de Garoua, offrir un service de qualité optimale aux étrangers qui viendront assister à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. L'hôtel dispose de la piscine. Nous avons une grande piscine, peut-être olympique, on peut dire. Et aussi, nous avons une salle de sport. Nous avons une très grande salle de réunion, un grand restaurant. Nous avons le Wi-Fi dans tout l'étendue de l'hôtel. Et aussi, nous avons une caméra de surveillance partout dans l'hôtel qui puisse contrôler les personnes entrant et sortant pour la sécurité de nos clients à l'hôtel. Les établissements hôteliers de la ville de Garoua préparent également leurs employés à proposer un service à la hauteur du plus grand événement de football du continent africain. Il s'agit par exemple de briser les barrières linguistiques entre les futurs clients et leurs hôtes. Évidemment, tout ça a été pensé déjà dans notre personnel. Je veux dire qu'à chaque département, on a au moins quelqu'un qui sait comment s'exprimer en plusieurs langues, évidemment. L'offre hôtelière de Garoua va s'enrichir d'un hôtel 4 étoiles de 70 chambres. Dans le même temps, les travaux de réhabilitation de l'hôtel Benoué se poursuivent. La livraison de 5 chantiers hôteliers en cours à Garoua est attendue pour fin 2019. C'est une plante souvent appelée faux bananier. L'ancette est cultivée principalement sur les hautes terres d'Éthiopie, grâce notamment à sa résistance au gel. Consommé sous différentes formes, il est un aliment de base pour la population. Les scientifiques qui l'étudient le voient d'ailleurs comme une solution à l'insécurité alimentaire. Zahra Mohamed-Moutchou. Martha Daniel récolte l'ancette dans sa ferme de Sidama, dans le sud de l'Éthiopie. La plante peut atteindre jusqu'à 10 mètres. Elle constitue un aliment de base pour 20 millions de personnes ici, dans les hauts plateaux éthiopiens,
où l'aliment peut être transformé en pain ou en bouillie. Je vais la prendre et l'enterrer dans une fosse. Ensuite, je vais la mélanger et la pétrir avec mes mains. Puis elle sera assemblée et scellée avec des feuilles. Puis au bout d'un moment, elle se transformera en une pulpe. De là, elle pourra être préparée sous différentes formes. Elle pourra être cuite comme un pain plat ou moulée dans un rouleau en forme de pomme de terre. Vous pouvez emporter cette nourriture dans un récipient lorsque vous partez en voyage. L'ancette, surnommé l'arbre contre la faim, est un aliment capital dans ce pays souvent menacé par l'insécurité alimentaire. Sa pulpe est utilisée pour fabriquer du porridge. L'ancette, un proche cousin de la banane, serait par ailleurs plus résistant face aux problèmes climatiques. Dans les foyers comme dans les restaurants, il demeure la nourriture principale, comme dans le restaurant Béchou à Hawassa. Cette nourriture est bonne pour votre estomac. Vous pouvez manger autant que vous voulez et cela ne vous gênera pas. Cela fait 28 ans que j'ai commencé à le servir dans cette ville de Hawassa. Je sers ces plats tous les jours depuis 28 ans. Je l'envoie même à l'étranger. Les gens m'écrivent de l'étranger et je leur en envoie. Je l'envoie tous les jours. Les scientifiques qui effectuent actuellement le séquençage de l'ADN dans des centaines de variétés espèrent que l'ancette participe au renforcement de la sécurité alimentaire dans d'autres pays, comme en Zambie ou au Malawi. Du sport à présent et les Diables Noirs qui remportent le derby contre Étoile du Congo. Un seul et unique but lors de la rencontre inscrit par Jean-Racine Luamba. Les Diables Noirs, 3e au classement désormais, confirment qu'ils sont des sérieux concurrents de l'AS Auto. Reportage notre correspondant Eva Bansou. Diable Noir a remporté le premier acte du derby de Brazzaville de la saison 2019-2020 devant l'Étoile du Congo ce dimanche 8 décembre 2019 au stade Alphonse Massamba Déba. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Racine Luamba à la 14e minute sur ce coup franc magistral qui n'a laissé aucune chance au portier des Verts et Jaunes, Pavel Nzila. Et tout à fait, c'est un match historique, vous le connaissez très bien. Quelle que soit la forme de l'une ou de l'autre équipe, c'est toujours un match difficile à jouer plutôt. C'est un derby et ça reste toujours un derby. C'est un peu spirituellement compliqué de jouer ce match, mais il faut le faire. Et on l'a fait aujourd'hui, ce n'est que du plaisir pour les joueurs. Toutes les tentatives des Verts et Jaunes n'ont pas été concrétisées par des attaquants en manque de réalisme. La prestation de l'Étoile du Congo aurait pu valoir un match nul mieux qu'une défaite. Pas trop bien dans l'attitude en général, mais quand on voit le contenu sur quelques moments du match, je pense qu'on peut au moins faire un match nul. On vient de très loin. Vous le savez, en début de championnat, on était très loin. Et aujourd'hui, on est proche des zones honorables. Donc, il faut continuer à bosser, il faut continuer à relever ce qui est positif. Et je pense qu'on finira le championnat au rang de l'Étoile du Congo. Grâce à ce succès, à l'issue de la 10e journée du championnat national, les Yakadjamama de Diable Noir occupent la 3e place au classement avec 20 points. L'Étoile du Congo Ngoma Obosso stagne à la 9e place avec 13 points. Le leader, l'AS Auto Doyo, compte 24 points après sa victoire sur le club athlétique Renaissance Aiglon. Et on termine cette édition en beauté, c'est peu de le dire, puisqu'il s'agit de l'élection de Miss Univers, remportée par une Sud-Africaine, Zozibini Tunzi, 26 ans, a été couronnée ce 8 décembre à Atlanta, aux États-Unis. La candidate, qui s'est notamment illustrée par son discours final, dans lequel il était question des droits des femmes. La jeune femme, qui devance 90 autres candidates, a été félicitée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.